Bonjour, c'est Lia et Sandrine du podcast Femmes en Affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Ce mois-ci, on se lance dans une thématique avec laquelle on n'est pas vraiment familière, mais qui est d'actualité et qui nous intéresse vraiment beaucoup, donc on avait envie d'en apprendre plus. On va donc parler d'intelligence artificielle et des enjeux qui en découlent, notamment en lien avec l'éthique, les données et les biais cognitifs. Pour vulgariser le sujet, on a l'honneur de recevoir Valérie Pisano, la présidente et chef de la direction du MILA. Le MILA, c'est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui environ 50 professeurs et plus de 600 chercheurs spécialisés. C'est un organisme à but non lucratif qui est reconnu mondialement pour ses contributions dans le domaine de la modélisation du langage, de la traduction automatique et de l'apprentissage profond. Mais inquiétez-vous pas, Valérie va nous expliquer ces termes-là en détail dans l'épisode. Le MILA est installé au cœur du quartier Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal, au sein d'un hub reconnu mondialement pour son innovation en matière d'intelligence artificielle. Au palmarès des entreprises montréalaises en AI, on retrouve des compagnies telles que Hooper, Lightspeed ou encore Element AI. Pour ce qui est du parcours de Valérie Pisano, elle a une maîtrise en économie appliquée et elle a travaillé 10 ans pour la firme de consultation McKinsey. Elle a ensuite développé une expertise en gestion des talents et développement de leadership chez Mobius et au Cirque du Soleil. Depuis maintenant 2 ans, elle travaille à structurer le MILA pour créer une organisation saine et prometteuse. On vous laisse donc sur cette discussion et on espère que vous allez aimer. Bonne écoute! Donc, bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur le podcast Femmes en Affaires. Donc, avant toute chose, on voulait peut-être juste que vous nous expliquiez c'est quoi le MILA pour les gens qui étaient peut-être pas familiers avec le domaine de l'intelligence artificielle, puis c'est quoi les objectifs là, de cet institut-là. Oui, donc MILA, en fait, a comme 2 chapitres à son histoire. MILA, pendant une décennie, c'était un laboratoire de recherche à l'Université de Montréal sous la direction du professeur Yoshua Bengio. Le professeur Bengio a gagné l'an dernier ce qui est à peu près l'équivalent là, du prix Nobel en sciences informatiques. Donc, il est reconnu un peu partout dans le monde comme l'un des fondateurs ou l'un des grands-pères ou grands-parrains de l'intelligence artificielle. Il y a 3 ans, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé de créer un institut montréalais qui mettait sous le même toit tous les chercheurs des différentes universités. Donc, l'Université de Montréal, oui, mais aussi McGill, HEC, Polytechnique, et de créer vraiment l'Institut québécois de l'intelligence artificielle, MILA, qui est un organisme à but non lucratif, subventionné en très grande partie par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral canadien, dans le but de créer de l'excellence académique, dans le but d'attirer, développer, puis retenir ici des grands talents, et dans le but aussi de créer beaucoup plus de collaboration avec les entreprises, avec différentes organisations, dans le contexte où on veut que l'intelligence artificielle, ça soit au-delà de la recherche, quelque chose qui mène à de l'impact économique et aussi de l'impact social. Donc, avant, il n'y avait personne qui occupait votre rôle, puis le poste de direction du MILA a été créé pour vous. Oui, c'est ça. Donc, avant, c'était vraiment comme un laboratoire de recherche dans une université. Donc, la direction, si on veut, était assurée par différents professeurs. Puis quand c'est devenu comme plus gros, puis on décidé d'en faire une entité légale séparée, ben là, ça en est suivi une structure de gouvernance, hein, comme on le voit souvent. Donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont trouvé quelqu'un pour présider le conseil d'administration, qui est M. Pierre Boivin, le président chez Claridge. Et là, Pierre, avec certains collègues qui sont aussi membres du CA, leur première tâche, c'était de trouver un ou une présidente. Et c'est comme ça qu'au mois de mai 2018, moi, je me suis trouvée dans des discussions avec eux. J'étais à l'époque, je venais juste de quitter le Cirque du Soleil comme chef de la direction du talent. Donc, en toute transparence, je venais pas du monde de la techno, je connaissais pas beaucoup de l'intelligence artificielle. Mais je cherchais quelqu'un qui allait, oui, prendre le côté organisationnel au sens pur, la stratégie, les finances, les communications, le légal, le développement des affaires, etc., pour aller main dans la main avec l'aspect plus académique, scientifique, qui, lui, continue d'être dirigé par le professeur Bengio. Donc, vous n'étiez jamais intéressé à l'intelligence artificielle avant, complètement néophyte en intégrant ce domaine-là? Écoute, oui, pas mal. Écoute, comme tout le monde, je lisais les journaux, je comprenais un peu ce que c'était, je voyais que c'était un grand mouvement qui allait quand même bouleverser pas mal la façon qu'on fait les choses. Comme usager, j'avais de l'intelligence artificielle malgré moi, peut-être des fois dans ma maison, dans différentes applications mobiles que j'utilisais. Mais non, je peux pas dire que j'étais attirée vers ça. Ce qui m'a attirée ultimement vers Mila, c'était un mélange de 2 choses.
Dans l'immédiat, c'était la possibilité d'être un peu comme dans une start-up, presque la première employée d'une nouvelle organisation qui avait des grandes ambitions, puis d'avoir la chance de monter ça de A à Z. Puis aujourd'hui, 3 ans plus tard, mon plus grand bonheur, c'est les gens avec qui je travaille, qui sont tous des gens que j'ai rencontrés au fil des ans, que j'ai recrutés, qui ont choisi de venir travailler avec moi, avec nous. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qu'on n'a pas souvent dans une carrière, puis qui a été difficile, mais incroyable. Puis l'autre chose qui m'a interpellée, c'est le potentiel de l'IA. Puis on parle souvent du potentiel économique, puis ça va être très important, surtout dans le contexte de notre reprise après la pandémie. Mais il faut s'imaginer aussi l'IA dans le contexte de beaucoup des problèmes qu'on a dans notre société, qu'on n'arrive comme pas à résoudre là, juste avec notre intelligence humaine, notamment au niveau des changements climatiques, notamment au niveau de la discrimination. Donc, j'étais interpellée par cette possibilité-là qui m'a fait rêver un petit peu. Donc, il y avait une partie qui était très pragmatique, puis une partie qui était plus idéologique, si on veut. Est-ce que vous pouvez comme donner des exemples de projets concrets que vous avez menés, qui ont débuté dans le laboratoire, puis là, qui se sont retrouvés dans des contextes, par exemple, comme vous dites, là, pour aider l'environnement, des contextes sociaux, ou plus vraiment dans les domaines des entreprises? Oui, il y en a plusieurs. Écoutez, des exemples très concrets avec l'arrivée de la pandémie, il y a une explosion de l'utilisation des ressources en ligne pour avoir de l'information. Il y a une explosion de la télémédecine. Donc, par exemple, un des projets qu'on fait, c'est avec une boîte montréalaise qui s'appelle Dialogue, qui utilise l'intelligence artificielle pour aider à faire un peu du pré-diagnostic, puis à orienter les gens en fonction des questions qu'ils posent pour ultimement les amener peut-être vers une ressource dans le milieu de la santé. Donc, c'est beaucoup basé sur la reconnaissance du langage, puis une espèce de relation chatbot où la personne écrit des réponses, puis de l'autre côté, il y a un système qui prédit quel va être ton besoin pour t'orienter rapidement. Donc ça serait un exemple très concret. Au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses à dire. Un qui est plutôt facile à décrire, c'est qu'on a fait un projet, c'est un projet qui a été initié par un groupe d'étudiants ou de chercheurs chez nous, qui était pour permettre aux gens de mieux visualiser, ça serait quoi l'impact des changements climatiques sur eux, et donc concrètement sur ma rue, ma maison, mon école. Donc une partie de la problématique avec le changement climatique, c'est que c'est très loin dans le temps, puis on a toujours l'impression que c'est loin de nous. Donc c'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour intégrer toutes les données qu'on a pour prédire ce qui va arriver et après ça traduire ça dans une image visuelle qui te permet de voir, par exemple, que votre rue serait inondée. De façon plus pragmatique aussi, on travaille avec Hydro-Québec pour voir comment on peut les aider à optimiser leur prédiction de la radiance solaire, pour optimiser comment on distribue l'énergie au Québec. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'applications différentes, dépendamment de l'angle qu'on veut prendre. Puis plus récemment, parce que j'ai parlé de discrimination, là, un des projets dans lequel on s'investit beaucoup, c'est un projet qu'on a appelé Biasly, qui cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître dans le langage écrit, donc imaginez des sites web, des descriptions de postes, etc., de reconnaître dans le langage écrit des biais qui discriminent contre certains groupes et l'outil de ensuite proposer des alternatives qui seraient plus inclusives. Donc là, je vous dis ça un petit peu pêle-mêle pour vous donner un petit peu un rayon de ce qui peut se faire. Il y a toutes sortes d'applications possibles à l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup aussi dans tout ce qui est la gestion des inventaires, la gestion des opérations. Donc, ça dépend un petit peu. À Mila, on s'intéresse aux projets qui sont à un niveau de développement, je dirais, un peu exploratoire. Comme on est un laboratoire scientifique, on n'est pas vraiment la bonne contrepartie quand c'est évident ce qu'on veut faire, la technologie existe, puis on veut juste comme la brancher dans le mur. On est plus la bonne contrepartie quand les gens ont de la donnée, puis ils ont un problème, puis ils ont une hypothèse de comment on pourrait utiliser la donnée pour résoudre le problème, mais on n'est pas sûr encore. Donc vraiment l'approche scientifique fondamentale, si on veut, mais on applique ça à un problème dans une industrie ou dans une organisation ou un problème social, comme on vient de le décrire. Oui. Et l'intelligence artificielle, on voit ça de plus en plus dans les journaux, les médias, mais les gens ils ont peut-être la misère à savoir c'est quoi, puis au final, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi l'impact sur la vie de chaque citoyen. Fait qu'avoir des exemples concrets, je pense que ça peut aider un peu à démystifier ça. Oui, tu sais, l'intelligence artificielle est à son meilleur quand il y a beaucoup d'informations qui doivent être traitées de façon parallèle pour faire un peu des diagnostics ou des prédictions.
Un autre secteur qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est le diagnostic dans l'imagerie médicale, par exemple. Donc, historiquement, tu as un spécialiste qui se fie sur son expérience de vie, puis qui regarde certaines images, puis qui va faire des interprétations. Et évidemment, la capacité de traitement d'un système informatique versus la capacité de traitement d'un cerveau humain n'est pas la même. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'on remplace complètement l'intelligence humaine dans tout ça. C'est plus comment les deux peuvent se complémenter pour avoir déjà plus rapidement peut-être certaines options qui se présentent, puis après ça, utiliser le jugement humain pour dire qu'on va aller à gauche plutôt qu'à droite. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques. C'est vraiment ça, c'est des formules mathématiques qui sont à leur meilleur quand il y a beaucoup de données, quand on cherche à prédire et quand on veut laisser un certain nombre de paramètres ouverts. Donc, contrairement à une formule mathématique où c'est moi qui va te dire à chaque étape de la formule mathématique ce que je veux que tu fasses, la formule mathématique s'adapte à ce qu'elle découvre avec les données. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage automatique. La formule va apprendre par elle-même de ses bons coups puis de ses mauvais coups, puis va s'ajuster. Donc, dans des contextes où on n'est pas sûr qu'on a la formule qui mène à la bonne réponse, c'est quand même assez exceptionnel ce que ça peut faire. Donc ça, c'est le deep learning, dans le fond, là. Oui, OK. oui. C'est ça l'importance, je trouve, de complémenter ça avec un cerveau humain. Oui, exactement. Il y a une super belle complémentarité. Le jugement humain et l'intelligence émotionnelle des humains, c'est quelque chose qui s'apprend pas, là. C'est quelque chose qu'on développe puis qui est exceptionnel. La donnée nous alimente. Le système intelligent peut comme nous aider à voir des choses qu'autrement on ne verrait pas. Par ailleurs, le cerveau humain a ses propres biais, a ses propres préférences et fatigues. Donc, quand tu mets les deux ensemble, il faut croire un peu que ce potentiel-là va être assez riche. Puis ça, c'est une des choses, moi, qui m'emballe. Ce matin, je discutais avec quelqu'un, un de mes anciens collègues de travail. On parlait des discussions dans une équipe exécutive. Hein? Donc, imaginez, on est une équipe, là, il y a le vice-président des finances, il y a le vice-président légal, il y a la vice-présidente du marketing, bon. Puis on essaie de prendre une décision. Il y a tellement de richesse dans comment cette discussion-là va se passer. Qui parle? Combien de temps? Est-ce que les interventions sont négatives, positives, fermées, ouvertes, etc.? Donc, il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner des équipes comme ça, d'observer les dynamiques humaines, puis de dire, écoutez, le problème dans votre équipe, c'est que vous avez tendance à, ou écoute-toi, Madame la CEO, ça serait bien que tu laisses plus parler ton équipe, etc. Mais imaginez-vous la complémentarité d'un intervenant comme ça avec un système qui, lui, sera en train de capter toutes les nuances de langage, toutes les informations sur la durée des interventions, le type d'intervention, puis qui serait capable de cristalliser dans tout ça une espèce d'interprétation de la dynamique basée sur des centaines ou des milliers d'autres conversations qui ont alimenté le même système. Donc là, on voit que la complémentarité entre les deux peut être tout à fait exceptionnelle, puis ouvrir sur des conversations qui sont différentes de celles qu'on aurait seulement dans un cas ou seulement dans l'autre. Moi, j'aime beaucoup l'interface entre les deux. Vraiment, on dirait qu'on n'y pense pas du tout à ce potentiel-là qui est plutôt proactif que réactif. Puis ça apporte vraiment une autre vision de l'intelligence artificielle, comme on l'imagine plutôt comme... Il y a toutes ces dystopies avec des robots qui prennent le contrôle. On associe beaucoup l'intelligence artificielle à ça, alors qu'au final, c'est loin d'être ça, puis c'est juste une question d'éducation un peu. Est-ce que le MILA, justement, a un travail d'éducation à faire par rapport non seulement aux citoyens, mais avec tout ce qui est data, justement, comme vous dites, qu'on en a tellement déjà dans nos téléphones, juste le fait de vivre dans une époque moderne, on a plein de data qui sont prises sur nous, puis on n'en a peut-être pas conscience, ou on l'accepte parce qu'on pense pas qu'on peut l'utiliser contre nous, mais alors que l'intelligence artificielle, il y a cette pensée-là. Est-ce que le MILA fait quelque chose pour essayer d'expliquer cette différence-là? Oui, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Un des 4 piliers de notre mission, c'est ce qu'on a appelé l'influence sociale. Puis c'était notre façon de déclarer que c'était pas assez pour nous de développer la technologie. On voulait s'assurer de participer, puis même des fois de provoquer les discussions civiles, les délibérations qui doivent avoir lieu pour aider les gens à mieux comprendre, mais aussi à établir les balises de ces technologies-là, comme n'importe quelle autre technologie qui est venue par le passé. En même temps, il y a une limite à ce que nous, on peut faire. Donc, nous, on veut être un des agents, une des voix dans tout ça, mais il y a une responsabilité beaucoup plus large qui revient à un groupe d'experts, puis ultimement à nos gouvernements. On l'a vu beaucoup dans la dernière année, dans le contexte de la pandémie, ce débat-là entre l'usage des technologies, notamment dans les applications mobiles, et la protection de la vie privée.
protection de la vie privée, où là, aujourd'hui, on a une appréciation un peu différente. Là, on se fait enlever beaucoup de nos libertés par des contraintes collectives qu'on accepte pour sauver des vies. Donc, oui, il y a toute une discussion à y avoir, puis je pense qu'on est en retard sur la discussion. Un de mes auteurs préférés, c'est un auteur israélo-américain qui s'appelle Yuval Harari. Puis son dernier livre, là, je pense que c'est son dernier, s'appelle « 20 leçons pour le 20e siècle ». Puis il parle de ça, il parle que à quelque part dans les dernières années, on a comme accepté de donner gratuitement une énorme quantité d'informations sur nous à des compagnies souvent étrangères, technologiques, qui utilisent cette information-là d'abord et avant tout pour nous donner un service qu'on veut. Hein? On est très content quand Google Maps nous dit « Voici le chemin le plus court entre ton travail et l'école de tes enfants ». Mais on ne s'est pas vraiment posé la question, est-ce que ça me dérange que Google sache l'école à laquelle vont mes enfants puis que je passe toujours sur le boulevard Saint-Laurent pour m'y rendre? Donc, on est comme en retard, c'est comme arrivé un peu malgré nous parce qu'on s'est emballé de la possibilité des services qui sont donnés par la puissance de ces données-là. Puis là, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière, là, puis se dire, OK, oui et encore, là, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui m'appartient, comment c'est utilisé par les autres, comment est-ce que je donne ma permission d'une façon éclairée. Exact. Puis moi, ça me fait beaucoup penser à la manière dont on conçoit puis on applique les règles puis les lois dans nos sociétés. Tu sais, souvent, il n'y a aucune loi pour encadrer nos nouvelles réalités, surtout en matière de technologie. Puis j'ai l'impression qu'il faut qu'il se passe un incident sur le terrain pour qu'après ça, les législateurs puissent se pencher un peu sur ce nouveau domaine-là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer aussi avec l'intelligence artificielle, que ça va être fait un peu sur le tard. Donc, est-ce que vous pensez que nos gouvernements, nos législateurs, ils doivent mieux puis plus rapidement encadrer l'intelligence artificielle? Ben oui, absolument. C'est leur rôle premier. Puis le gouvernement, quelque part, c'est le représentant du peuple. Donc, ça revient un peu à notre discussion de tantôt. Il faut aussi que, comme population, on soit un petit peu plus éduqués puis qu'on comprenne un peu plus ce qui est important pour nous. Mais oui, c'est super important. Puis il y a des initiatives en cours, là, tant au niveau du gouvernement provincial, fédéral, que sur des instances internationales pour dire, OK, maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit qui sont des opportunités, qui sont des risques, puis quelles sont les balises qu'on veut peut-être établir dans tout ça. Donc oui, ça prend un cadre législatif, idéalement aligné à l'échelle internationale, parce que c'est pas vraiment géographique, là. Mais bon, et après ça, avec des assises peut-être plus spécifiques à chaque province ou chaque pays. Ouais. Ce que j'avais vu à un moment donné, c'était comme un débat en cours, puis là, je pense qu'il interrogeait le fondateur de Facebook. Puis là, le juge était en train d'y poser des questions, mais il y avait tellement un décalage entre les deux que le débat pouvait pas avancer parce que comme les deux parties parlaient pas pantoute de la même chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est difficile de faire avancer des débats quand il y a des gens qui sont pas du tout informés, puis là, après ça, il y en a qui sont des spécialistes ici dans le domaine. Fait que je pense que c'est comme vraiment un défi des prochaines années de réussir à allier tout le monde, puis aussi les citoyens pour qu'ils comprennent ce débat-là, pour qu'ils puissent y participer aussi ultérieurement. Oui, tu as raison, puis c'est ce qu'on appelle un peu de la littératie, à quelque part, mais c'est, oui, de s'assurer qu'on comprend comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qui nous appartient, puis que ça alimente après ça nos réflexions. Donc, à quelque part, un mélange entre... il ne faut pas non plus tomber dans la peur ou le scepticisme qui est facile comme réaction quand on ne connaît pas puis on ne comprend pas. Puis quand on tombe là-dedans, on ferme la porte. Tu as beaucoup de possibilités qui peuvent être extraordinaires, qui peuvent sauver des vies, qui peuvent nous aider avec des enjeux sociaux, qui peuvent créer de la prospérité économique, mais pas non plus s'en désintéresser au point de pas se préoccuper des choses qui sont importantes pour nous. Donc, il faut comme trouver un peu l'équilibre. Puis oui, c'est la responsabilité du gouvernement puis de forums sociaux d'essayer de faire avancer tout ça, là. Mais d'ailleurs, à Montréal, vous avez déjà un peu commencé de votre côté avec la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des acteurs privés? Est-ce que c'est des chercheurs? Est-ce que c'est tout plein de personnes du milieu montréalais en intelligence artificielle et en éthique qui se sont mis ensemble pour la faire et justement pour promouvoir un peu, faire ce premier pas vers l'éducation populaire? Oui, la Déclaration de Montréal, c'est un super bel exemple. Donc, en fait, c'était une initiative a priori par des chercheurs. Le professeur Benjo était entre autres impliqué là-dedans, surtout des chercheurs de l'Université de Montréal, mais c'était une approche délibérative. Donc, le but, c'était de faire parler les gens, la population. Là, il y avait des rencontres dans les bibliothèques publiques, etc. Puis d'extraire de ces discussions-là des principes. Hein? Donc, on n'est pas dans un cadre législatif, c'est pas des lois, mais c'est 10 principes qui cadrent comment on développe l'intelligence artificielle d'une façon qui est socialement acceptable et responsable.
Puis c'est par ailleurs un gabarit qui a été développé ici à Montréal, mais qui a eu très rapidement une reconnaissance internationale. Donc, la Déclaration de Montréal est utilisée, reprise, discutée à plusieurs endroits dans le monde. Puis il y a eu des délibérations qui se sont faites un peu à l'image de ce qu'on avait fait ici à Montréal. Comme tout ce type de travaux-là, c'est évolutif. Donc, le but, c'est de créer comme un point de départ, un cadre dans lequel on peut s'ancrer. Ça va évoluer au fur et à mesure qu'on comprend un peu mieux les enjeux. Puis après ça, la clé, c'est OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi comme chercheur? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi comme entreprise qui produit de l'IA? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi comme entreprise qui consomme de l'IA puis qui l'intègre dans ses produits et services? Donc, mais oui, c'est une pièce essentielle du casse-tête, puis une qu'on a développée ici au Québec très rapidement, très tôt dans l'explosion là, de l'IA au cours des dernières années. Moi, je voulais peut-être revenir là un peu sur votre rôle de directrice générale. Tu sais, avant, vous aviez une expertise plus en leadership, coaching. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'arriver dans un monde où vous deviez gérer des scientifiques plutôt que des dirigeants d'entreprise? C'était quoi cette différence-là pour vous? Puis, est-ce qu'en fait, vous faites encore ça, du coaching puis de la gestion du leadership? Je pense que dans un rôle de dirigeant, à tous les niveaux, directeur, vice-président, président d'entreprise, il y a une grande partie de ton rôle qui est humain. Peut-être que tu n'as pas l'étiquette de coach, puis c'est peut-être pas ce que tu fais du matin au soir, mais plus l'organisation est complexe, plus tu as de gens avec lesquels tu interagis, plus la clé du succès de l'entreprise et de ton succès à toi, quelque part, c'est de bien gérer à la fois les opportunités et les tensions dans ces relations humaines-là. Donc, a priori, j'ai goût de te répondre, j'en fais plus aujourd'hui, j'en ai jamais fait. Même s'il y a eu des années dans mon cheminement professionnel où c'était littéralement mon métier de faire ça. Écoute, c'est sûr que des chercheurs scientifiques, comme tu l'as dit, c'est différent d'avocats qui ont une formation en droit, c'est différent de gens qui aiment faire du développement d'affaires ou de comptables. C'est aussi différent des artistes puis des techniciens de scène avec lesquels je travaillais quand j'étais au Cirque du Soleil. Donc, à part quelques exceptions, de façon générale, des organisations, c'est assez hétérogène, puis il y a toutes sortes de gens, puis une partie de la richesse du rôle de dirigeant ou une partie de ce qui, moi, m'interpelle, c'est comment on amène tout ça à travailler ensemble de façon fluide en tirant sur les forces de chacun. Donc, je pense que ce qui m'a aidée quelque part quand je suis tombée dans le rôle de dirigeante à Mila, n'ayant pas l'historique en intelligence artificielle ou même l'historique en recherche, c'était un peu ça. C'était mon ouverture, ma curiosité des gens, ma compréhension de comment se crée une culture, comment se crée un tissu organisationnel où différentes parties ont différents rôles à jouer, ont différents intérêts, mais collectivement, il y a quelque chose qui fait qu'on est un tout. Dans notre cas, on est Mila. Dans d'autres cas, c'est autre chose. Puis j'ai vraiment misé très, très fort sur les gens. Très, très fort là-dessus, très tôt. L'autre chose qu'on réalise, plus on a des responsabilités qui augmentent, c'est que c'est de plus en plus certain que je ne serai pas l'experte dans la salle sur le sujet qu'on aborde. Donc, de plus en plus, la clé, c'est d'avoir des personnes de confiance, des personnes dédiées, des personnes de talent avec qui tu as une belle relation ouverte, où on peut se montrer vulnérable, où on peut se dire les vraies choses. Puis là, quand un sujet est abordé, ben là, on en discute, puis ultimement, soit on prend une décision ensemble ou quelqu'un doit trancher, mais ça devient vraiment à propos de la qualité des relations qui sont établies. C'est vraiment le point extérieur, en fait, qui a été une force au final, le point de vue un peu neuf sur ces relations qui a permis de plus les travailler, j'imagine. Bien, c'est sûr que c'était un peu ça, le pari, c'est que j'arriverais dans tout ça avec un angle différent qui serait complémentaire. Une partie de ce qu'on a fait avant de m'offrir le poste, évidemment, c'était de voir si le professeur Benjo et moi, on semblait alignés au niveau de nos valeurs, au niveau de nos façons de voir le monde, de travailler ensemble. Puis ça s'est avéré être un pari fructueux au sens où 3 ans plus tard, on est heureux dans cette complicité-là, même si on n'est pas toujours d'accord. Donc oui, je pense que l'idée, des fois je dis que notre rôle, à moi et mon équipe, c'est vraiment de créer le contenant, c'est de créer l'environnement, c'est de créer l'infrastructure, pour qu'après, les 600 quelques chercheurs de Mila aient vraiment un environnement exceptionnel pour faire leurs travaux. Et quand on combine ces deux éléments-là,
ça peut faire un mariage très, très heureux. Pour revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans votre parcours, nous, on a vu qu'il y avait vraiment un fil conducteur qui était l'égalité des hommes et des femmes, la diversité. Et d'ailleurs, vous avez cofondé une organisation qui s'appelle Mobius Bias Project, qui maintenant s'appelle Humans and Company, mais qui avait pour mission, en fait, d'accompagner les entreprises et les leaders dans leur processus d'inclusion de la diversité, en leur faisant prendre conscience des biais cognitifs inconscients, en fait. Est-ce que le MILA intègre cet aspect-là des biais cognitifs inconscients, justement liés à la différence entre les hommes et les femmes? Oui, je pense que la première chose, j'ai envie de dire, parce que tu ouvres la porte, c'est que pour moi, ça demeure un des sujets peut-être les plus intéressants et les plus importants à aborder quand on parle de dynamique humaine, puis en particulier quand on parle de diversité et d'inclusion. Ça demeure un sujet qui est encore très mal compris, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur l'intelligence artificielle, mais ça me fascine quand même la science du cerveau humain, puis la science des interactions humaines, puis comment les biais créent de la friction dans la façon qu'on interagit malgré nos bonnes intentions. C'est quelque chose qui est très connu scientifiquement, c'est pas quelque chose qui est très transposé dans nos structures sociales. C'est un peu ça qui avait été l'événement déclencheur pour moi là, à l'époque. On retourne 10 ans derrière. J'étais début de ma trentaine, une femme en ascension lente, mais quand même en ascension dans la firme McKinsey et compagnie. Un environnement qui était a priori surtout masculin. C'était quand même très difficile de se rendre au top, entre guillemets, comme femme. Il n'y en avait pas beaucoup qui perçaient le plafond de verre. Puis, entre autres, parce qu'à l'époque, Sheryl Sandberg de chez Facebook avait commencé ce dialogue-là sur les biens conscients. Je me suis intéressée au sujet, puis ça a comme été un peu une épiphanie. J'ai dit, il y a vraiment comme un volet de la dynamique dont personne parle, qui est même les gens les mieux intentionnés. Leur cerveau est construit d'une façon où l'information est traitée en fonction de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et donc, à partir du moment où se présente quelque chose de nouveau, le cerveau va essayer de ramener par confort, par nécessité, par efficience vers quelque chose qui est plus connu, donc ce que j'ai connu par le passé. Puis, je suis devenue très, très intéressée par ça. Puis, un peu comme on en parlait tantôt pour la littératie en intelligence artificielle, la prémisse de base, c'est que les gens doivent juste savoir que ça existe. Donc, avec ma collègue Annick Routier-Labadie, à l'époque, on avait commencé à faire de la littératie dans les organisations, les grandes banques, des fonds de pension, tout ça, c'était super intéressant. C'est pas difficile à comprendre, puis une fois que tu le comprends, tu es capable de le reconnaître en action. Fait que vous, avec le projet Mobius Bias, vous alliez dans différentes organisations, un peu comme des consultants, puis vous alliez présenter les recherches que vous aviez faites sur le sujet, puis comment ils pouvaient l'appliquer à leur entreprise? Oui, c'est ça. On faisait des formations d'à peu près une demi-journée. Le début, parce qu'il faut aussi garder en tête que toutes les discussions sur la diversité ont tendance à susciter un petit peu des réactions de défense de la part du groupe majoritaire, parce que veut pas, il y a comme une partie de la discussion qui est souvent, ben là, vous autres contre nous autres. Hein? Donc, nous, premièrement, on essayait de complètement changer la prémisse en partant d'un point de vue scientifique. Le cerveau, comment il fonctionne, système A, système B, la pensée rationnelle, la pensée subconsciente. Puis ça, il n'y a pas de je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est le cerveau humain, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, ça, c'était super intéressant. Puis ça créait un terrain commun. On était tous égaux là-dedans. Après ça, on parlait des biens conscients. Puis dans les formations qu'on faisait, on attaquait surtout les biens conscients de genre, donc les femmes versus les hommes. Puis là, on montrait des recherches scientifiques qui montrent, par exemple, que quand le prénom est féminin versus le prénom masculin sur un CV, il y a une différence marquée dans les rappels vers ces gens-là pour des entrevues. Puis la seule différence, c'est le prénom. Donc là, on provoquait un peu, on choquait un peu en disant « voici ce que la recherche nous démontre ». Puis après ça, on amenait l'organisation à parler de ce qu'eux observaient dans leur propre culture. Puis le but, c'était juste de prendre quelque chose qui est dans l'ombre, que personne ne peut adresser, parce que dans le fond, on n'a pas le langage, on ne sait pas que ça existe, puis de le mettre à la lumière. Puis après ça, de croire qu'en bonne foi, dans les prochains épisodes de cette manifestation-là, les gens seraient capables de dire « Écoute, je lève ma main, je pense qu'on est peut-être dans une situation où les biens conscients interviennent dans notre appréciation de la performance de cette femme-là. Je remarque qu'on parle beaucoup de son style de communication. On n'a pas du tout commenté ça sur son collègue masculin. Je pense qu'on a besoin de prendre un pas de recul, là. Je pense qu'on est en train de tomber dans un piège. » Fait que le but, c'était de nous donner des outils pour faire des time-out, pour pas laisser le passé être le moteur qui dicte comment on se conduit dans le futur si on veut un futur différent. Puis dans la majorité des organisations, il y a une conviction très, très grande que la diversité sert l'intérêt de tous.
c'est pas juste la bonne chose à faire, c'est vraiment plus le fun, c'est plus productif, c'est plus créatif. Donc, c'est ça que je faisais, puis c'était vraiment fantastique, les discussions auxquelles ça mène. Et dans le contexte de Mila, c'est sûr que ça fait partie à comment je réfléchis les choses. Autant d'un point de vue très fondamental dans nos relations humaines, il y a tout ce qui se passe à la surface de l'eau, qui est souvent ce qu'on commente, mais il y a tout ce qui se passe en dessous de l'eau, qui est caché. Puis là, les biens conscients jouent un gros volet. Donc, comment est-ce qu'on s'éduque, puis on se donne des outils pour démystifier ça un peu. Puis aussi, comme vous l'avez nommé, il y a tout un volet de la science d'intelligence artificielle qui s'intéresse et qui s'inquiète aujourd'hui des biais qu'on pourrait transposer dans les systèmes intelligents. En partie parce qu'il y a des humains qui programment les systèmes, mais plus que ça, parce que les données elles-mêmes ont des biais. Hein? Donc, le système intelligent va prédire le futur basé sur le passé, mais quand le passé lui-même est peut-être biaisé, bien là, tu vas juste reproduire plus de la même chose. Les exemples les plus frappants là, sont dans le système légal ou le système judiciaire. Si le système judiciaire a des biais qui condamnent plus certaines populations à des longues peines que d'autres, bien, le système intelligent va répliquer ce biais-là dans le futur, même si c'est, entre guillemets, peut-être pas la chose qui est correcte ou la bonne réponse. Là. Donc, elle est là, la science, plus de dire comment est-ce qu'on s'assure que dans les biais, on ne reproduit pas ça. Un des exemples les plus frappants dernièrement, là, c'est, je ne me rappelle plus quelle grande compagnie technologique, là, je devrais m'en rappeler, mais ils ont créé un chatbot, là, un outil qui jasait. En dedans de 24 heures, le chatbot était rendu sexiste et raciste. Parce que dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il a fait, le chatbot? Il a regardé comment on se parle, nous, les humains, puis il a appris de ça. Puis il a dit, OK, si... Faut que je dise telle chose, puis telle chose. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment si je dis des choses comme ça. Et en dedans de 24 heures, en s'alimentant de, je sais pas combien, probablement des centaines de milliers de conversations entre humains, l'outil est devenu sexiste et raciste. Donc là, on comprend bien que ça marche pas. En même temps, c'est une information fort intéressante. Oui. Donc, c'est plus ça qu'on doit essayer de pallier. C'est le système va s'alimenter. L'ADN du système, c'est la donnée qu'on lui donne. Donc, la donnée elle-même, on doit prendre un moment d'arrêt puis voir qu'est-ce qu'elle a, cette donnée-là, comme problème potentiel qu'on veut pas que le système digère. Wow. C'est intéressant parce que nous, comme on avait vu ça, c'était plus, OK, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent avec les mathématiques, l'intelligence artificielle, donc c'est eux qui vont programmer, donc ils vont peut-être, eux, avoir leur biais, mais dans le fond, c'est tellement plus que ça, c'est toute notre histoire. Oui. C'est apeurant un peu. Alors, c'est épeurant si on le gère pas. Ça, c'est vrai. En même temps, l'intelligence humaine, c'est ça qu'elle fait. L'intelligence humaine est très, 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 très lente à apprendre de son passé pour faire des choses différentes dans le futur. Puis là, si on veut revenir sur la diversité, les statistiques ont littéralement pas bougé d'un poil depuis 10 ans, 20 ans. C'est aberrant, là, malgré les initiatives gouvernementales, malgré l'argent, malgré les exécutifs de compagnies qui ont créé des sociétés, des comités, du mentorat. Les stats ne changent pas. Ils viennent de sortir les statistiques, le nombre de femmes sur les conseils d'administration au Canada. C'est pareil, ça bouge pas. Donc, OK, ben, je suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle, c'est la réponse, mais clairement, l'intelligence humaine, il lui manque un outil là, pour aller un petit peu plus loin. Ça revient à notre question d'interface. Peut-être que la réponse est quelque part entre les deux. Si on était capable d'avoir un système intelligent qui nous confronte à nos biais, qui dit, écoute, moi, je regarde ça, puis la meilleure candidate, c'est elle, donc pourquoi tu le choisis lui? Bien, ça force le pas de recul. Ça force le moment miroir qu'on dit, où je me regarde, puis j'avais pas vu ça comme ça. Puis c'est des moments qu'on peut créer entre nous sur des comités de sélection, des choses comme ça, mais encore une fois, il y a comme des fois une certaine adhérence qui se crée dans nos dynamiques humaines. Donc, ça fait partie de ce que je pense qui pourrait être des possibilités intéressantes qui sont pas dans la catégorie ça fait peur parce qu'on va continuer de faire la même chose, mais ça donne espoir parce que si on le fait de la bonne façon, on va peut-être débloquer des sujets qu'historiquement, jusqu'à maintenant, on fait vraiment pas assez de progrès. Là. 100%, puis c'est aussi un genre de wake-up call. Il faut qu'on réalise nos biais, puis qu'on prenne conscience qu'on a tout ça qui est systémique, que ce soit le racisme ou les inégalités, pour pouvoir justement enfin passer à autre chose. Mais moi, je me demande pourquoi on n'a pas évolué si... Justement, on a des comités, il y a plusieurs recherches qui disent ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme « Ah oui, la diversité, ça fait que les équipes sont plus performantes, on le sait », mais qu'il n'y a pas de changement encore. Fait que je me demande
tu sais, là, si une machine qui dit « Ah oui, il faut prendre ce candidat-là », ben est-ce que quand même les humains, on va accepter ça? C'est une bonne question, puis ça nous ramène un petit peu à la question des biens conscients, puis c'est pas le seul élément du casse-tête, là, donc je veux pas être trop simpliste, mais ma lecture à moi, c'est qu'on fait pas de progrès parce qu'on regarde juste la partie de l'iceberg qui est à la surface de l'eau. Et on se dit, tant que j'évite la partie de l'iceberg qui est à la surface de l'eau, je vais être correct. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner l'iceberg qui est à la surface de l'eau? Puis c'est pas la surface de l'eau le problème. Ben oui, ça l'était avant, mais là, on a appris là, à se comporter d'une façon qui est pas sexiste, pas raciste dans la plupart des organisations. C'est tout le reste. C'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est en dessous, c'est tout ce qui est invisible, pervers, tout ce qui est pas nommé, tout ce qui est subtil, tout ce qui est souvent vraiment pas mal intentionné, mais qui fait que, pour plein de raisons, dans des moments clés d'une organisation, quand vient le temps de recruter, quand vient le temps de donner des opportunités, quand vient le temps d'évaluer la performance, il y a toutes sortes de petites choses qui se passent, qui viennent gratter la coque du bateau en dessous de l'eau, puis qui font qu'on réplique encore la même chose. On est de plus en plus dans un environnement qui est compliqué, qui est complexe, qui est incertain, qui est volatile. Puis dans ce contexte-là, plus que jamais, notre cerveau va nous ramener pour notre propre survie vers les choses qu'on connaît. Ce qui ressemble à ce que je sais qui marche. Parce que ce qui ressemble à ce que je sais qui marche, c'est le passé. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'enthousiasme à faire ce que je faisais avec le projet de Mobius sur les biais, qui était de dire... Il faut donner une lentille nouvelle. Il faut faire baisser le niveau de l'eau au moins un peu. Puis là, j'ai confiance que les gens sont motivés, intelligents, etc., puis qu'ils vont être créatifs, puis ils vont trouver des solutions. Mais on attaque toujours le même morceau du roc. Il n'est pas là le problème, là. Il est plus bas, il est ailleurs. Puis tant qu'on n'adressera pas les choses qui sont plus fondamentales, on n'arrivera pas à faire un progrès significatif. La technologie est juste un outil pour nous aider dans tout ça. C'est certainement pas la réponse, mais à partir du moment où on identifie les enjeux, puis à partir du moment où la façon d'apprécier un autre humain fait partie de l'enjeu, ben oui, on peut s'imaginer des outils technologiques qui forceraient un comportement différent, qui nous amèneraient à confronter nos biais. Après ça, ultimement, c'est nous autres qui prenons les décisions, mais on les prendrait peut-être avec de l'information un peu différente. J'aime vraiment ce retournement de situation. C'est plus la technologie que nous, on éduque à notre image, mais c'est elle qui vient nous aider puis nous appuyer. Ça me fait un peu penser, justement, vous citiez tout à l'heure l'auteur de Sapiens, mais lui, justement, il expliquait que les outils, on oublie qu'ils sont censés nous soutenir et justement être notre force en tant qu'animal, ce qui fait qu'on est devenus des animaux plus dominants parce qu'ils viennent nous soutenir, alors que ça sert à ça, justement, initialement, la technologie. Mais ça me rappelle qu'il y a Harvard qui a sorti un test pour tester ses biais cognitifs inconscients. C'est vraiment choquant. Je l'ai fait il y a quelques mois. Ça part vraiment de loin, puis on découvre qu'on a tellement de biais. Oui, c'est tout simple. Puis en fait, ce qu'on voit quand on fait le test, on faisait ça aussi avec les compagnies dans lesquelles on faisait des formations, c'est que en fait, ce qui joue contre nous, c'est la vitesse. C'est la vitesse de la vie dans laquelle on opère. Où là, je rentre dans une rencontre, on regarde des CV, je dois prendre une décision, je vais à une entrevue, là, je suis dans un... Bon. Et quand on va vite, notre cerveau va toujours nous proposer une solution qui lui semble optimale, basée encore une fois sur ce que notre cerveau connaît qui est le passé. On est complètement capable comme humain de faire autre chose. C'est-à-dire, là, je veux m'imaginer un futur qui n'existe pas encore, où l'homme va sur la Lune. Là, on est complètement capable. Mais on ne fait pas ça en 15 secondes. Il faut s'arrêter, il faut créer un temps d'arrêt, il faut consulter d'autres gens. Puis là, on est capable de dire, OK, attends une minute, je veux me l'imaginer, puis je veux me convaincre de comment on pourrait le faire. Et là, OK, oui, on le fait. Mais ça demande une intention, puis ça demande un temps qui est différent. Le test, ce qui est le fun, c'est qu'il permet aux gens de voir que c'est pas bon ou mauvais, c'est pas toi ou moi, c'est pas les femmes ou les hommes. Moi, par ailleurs, la façon que j'ai été éduquée, j'ai un biais qui est favorable aux hommes dans le milieu des affaires et défavorable aux femmes dans le milieu des affaires. Je suis une femme qui a bien réussi dans le milieu des affaires. C'est juste de connaître que mon réflexe, ma paresse, va m'amener vers. Et donc, à partir du moment où je sais ça, je peux faire des modifications dans mes comportements parce que je veux pas ça dans ma vie, C'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir, beaucoup plus que comme une évaluation de notre
caractère ou de nos valeurs. Là. C'est fou, ça me fait vraiment penser, il y a une des théories en éthique qui explique que dans notre cerveau, on étiquette en 2 parties nos décisions. Quand on a une émotion qui est liée à une décision, si l'émotion est positive, inconsciemment, notre cerveau va aller se rabattre plutôt vers ça, alors que si on met une étiquette négative, ça va être l'inverse. Et souvent, en éthique, on réalise que certaines décisions qu'on a prises qui étaient peut-être pas bonnes, mais qui étaient socialement acceptées, ou l'inverse, puis on va aller dans ce sens-là. Ça me fait vraiment penser, je trouve, à ça. C'est vrai que notre cerveau va toujours aller vers ce qu'il connaît puis ce qui le rassure. Oui, complètement. Puis tu sais, vous êtes au HEC, vous êtes dans une école de gestion. C'est quand même intéressant dans beaucoup des rôles dans lesquels vos auditeurs puis vos collègues vont se retrouver. À quelque part, le cerveau humain, c'est ça votre ressource, là. Je veux pas utiliser le mot ressource, j'aime pas ça, mais c'est ça votre talent. J'ai une tête qui a été formée avec des idées, des principes, des concepts. Là, je vais appliquer ça à une prise de décision ou à un projet. Mais on n'apprend pas comment notre cerveau fonctionne. Donc, on se donne un outil, on se dit, je vais opérer cet outil-là, mais on lit jamais le manuel d'instruction. Fait que moi, je suis juste en train de dire, prenez le temps de lire le manuel d'instruction. Après ça, tu vas juste plus savoir comment ça fonctionne bien puis comment ça fonctionne moins bien, tu sais. C'est quand même paradoxal. Tu sais, ça serait une belle proposition là, que dans le programme universitaire, il y a un minimum de neurosciences qui soit... Puis minimum, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais oui, comment est-ce que cet outil-là fonctionne, puis comment est-ce que ça joue des fois contre les objectifs que j'ai ou les objectifs de mon organisation? Bien, au bac, nous, on a un cours... moi, j'ai fait mon bac à HEC, c'est pour ça aussi. Il y a un cours de psychologie. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de côté neurosciences. C'est plus essayer d'apprendre un peu à se connaître avec les tests MBTI, les Big Five. Donc oui, je pense que ça serait une bonne idée d'étudier ça plus en profondeur. Puis, je voulais aussi revenir sur ce que vous aviez dit précédemment par rapport au fait qu'on s'intéresse seulement à la partie visible de l'iceberg. Je me demandais, est-ce que vous pensez que aller chercher la partie non visible, ça passe aussi par l'éducation aux plus jeunes filles, de dire, oui, vous pouvez aller dans les milieux comme justement les sciences, les mathématiques, l'ingénierie, puis essayer de changer un peu leur vision du monde plus jeune? Bien, c'est sûr qu'une partie de la réponse à ça, c'est oui. Puis déjà, les images avec lesquelles moi j'ai grandi puis les images avec lesquelles vous avez grandi, même si on n'a pas une énorme différence d'âge, c'est pas les mêmes images, hein? Non. Moi, j'ai 3 filles, puis je le vois dans les films qu'on écoute ensemble. Puis des fois, je leur dis, hey, on va écouter un film que maman, elle aimait quand elle était petite. Puis je suis comme, oh mon Dieu, que la femme n'est pas représentée de la même façon. Donc oui, il y a une partie de comment le cerveau humain qui fonctionne qui est, si je suis capable de le visualiser, je suis capable de me mettre en marche vers cette vision-là. Ils ont prouvé ça de plein de façons. Ils ont prouvé ça, entre autres, avec des athlètes olympiques, là, qu'à partir du moment où un nouveau record est brisé, souvent dans l'année qui suit, il y a beaucoup d'autres gens qui battent le record parce que là, ils se programment à faire telle distance, telle vitesse, mais ils savent que c'est possible. Donc, il y a quelque chose que si j'y crois, si je le sais, donc on parle beaucoup de modèles, on parle beaucoup de visibilité là-dessus, etc. Donc, je pense que ça demeure vrai. T'sais, on est influencé par le contexte dans lequel on évolue, puis le contexte, il est social, il est familial, il y a plein de composantes à ça. Je pense aussi, puis c'est pas exactement ta question, mais pour moi, ça a été un volet important de mon cheminement, qu'à un moment donné, en cours de route, particulièrement pour les groupes pour qui c'est moins facile, je vais le dire comme ça, ou particulièrement pour les groupes qui sont encore dans une position minoritaire, dans certains milieux, ça devient encore plus important de les éduquer là-dessus. Parce que sinon, ce qui arrive, bon, disons qu'on garde l'exemple de femmes dans des milieux d'hommes, c'est que comme on n'a pas d'autres explications, on pense que c'est nous le problème. Puis là, on intériorise ça beaucoup. Là, il y a comme toutes sortes de choses qui arrivent, puis ton idée est comme pas retenue, puis il me semble qu'il faut que tu travailles plus fort, puis comment ça, lui, a eu telle opportunité, puis c'est très, très, très subtil, puis encore une fois, c'est pas nécessairement mal intentionné, mais il y a un moment où il faut prendre conscience des dynamiques puis des énergies dans lesquelles on évolue, parce que sinon, le réflexe, de facto, c'est de penser que c'est nous. Il y a eu tout un volet dans les dernières années qui m'a encouragée et irritée en même temps, qui était on va apprendre aux femmes à négocier, on va apprendre aux femmes à communiquer, on va apprendre aux femmes. OK, fait que génétiquement, là, on partait avec tout ça comme des avantages, là, parce que moi, j'en connais beaucoup des hommes qui communiquent pas de façon très convaincante. J'en connais beaucoup des hommes qui sont pas des fins négociateurs. Fait que c'était comme une suramplification du manque à gagner des femmes, tu sais. Fait que c'était pas exactement ta question, mais je pense que dans tout ça, il y a quelque chose qui, au départ,
croire dans la possibilité, bien, en cours de route, la vérité, c'est que dans beaucoup de milieux, c'est encore très, très difficile, malgré les bonnes intentions. Puis ça peut vite venir avec un coût personnel. Donc, il faut donner des outils peut-être additionnels à ces groupes-là pour qu'ils comprennent ce qui se passe puis qu'ils aient des outils pour le naviguer. Sans tout prendre sur leurs épaules. Oui, exact. Puis peut-être pour finir, là... Est-ce que vous avez un conseil à donner à une étudiante qui voudrait se lancer, une étudiante en gestion ou même en informatique, qui voudrait se lancer en sciences artificielles? Écoute, mon conseil, ça serait d'avoir confiance que tu vas le comprendre, que c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air très loin, ça a l'air très compliqué. Certainement, j'ai eu ces moments-là, moi, où je me suis dit, je vais être présidente d'un institut de recherche en intelligence artificielle. Je le mérite pas, je suis un imposteur, je suis pas digne de ça. Puis quand on prend le temps de faire le travail, puis de lire un peu, puis de s'éduquer un peu, puis je vous parle pas des bouquins qu'on donne aux étudiants de doctorat, là, mais tu sais, c'est pas si compliqué à comprendre. Il faut rester curieux, il faut rester ouvert. Donc, c'est quelque part de pas faire le choix d'entrer, d'opter out, mais de se donner la possibilité de tomber en amour ou de tomber intéressé ou de tomber curieux de tout ça. Donc, c'est plus dans l'état d'esprit dans lequel on l'aborde. OK. Parfait. Ben, en tout cas, vous avez super bien vulgarisé le tout. Vraiment. Pour deux personnes qui ne se connaissent pas trop. On a compris beaucoup de choses. Vraiment. Good. Donc, merci beaucoup pour votre temps puis pour la merci. belle entrevue. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vous avez écouté le 15e épisode du podcast Femmes en affaires, produit et réalisé par ALA3 Média. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute pour nous encourager. Merci et à la prochaine!